Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Allô? Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mélika Abdelmoumen. Je suis rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises, affectueusement surnommée LQ, que vous connaissez peut-être. Et sinon, je vous encourage à la découvrir. Vous pouvez la trouver au kiosque de la SODEP, donc c'est la Société des revues québécoises, c'est le kiosque 1900. Et même, si ça vous intéresse vraiment, ou si vous aviez l'idée de vous abonner mais que vous n'êtes pas sûr, en ce moment, si vous allez sur le site Internet et que vous mettez le code promo 50, tout en majuscule et collé, vous avez 50% de rabais sur l'abonnement à la revue. Mais on n'est pas ici pour parler de Lettres québécoises, d'argent ou de moi. On est ici pour parler avec mon invité qui est là, donc que je reçois dans le cadre d'une première collaboration entre Lettres québécoises et le Salon du Livre, qui est une série d'entretiens avec des auteurs qu'on adore. Donc, il y en a un ici qui s'appelle Stanley Péan. Et donc, on va parler de tout ce dont on a envie de parler. Et de tout beau. Ce dont on n'a pas envie de parler, on n'en parlera pas. Mais donc, pas seulement des 3 nouveautés de toi qui paraissent cet automne, mais de l'ensemble de son travail, mais aussi de la position dans laquelle tu es. C'est des circonstances particulières parce que, en fait, tes 35 ans de carrière en tant qu'écrivain. Ben oui. C'est pas rien. Hein? Ça nous rajeunit pas. Ça ne me rajeunit pas. Ça fait 35 ans qu'on se connaît en plus, je pense, toi et moi. Un petit peu moins. Un peu moins. Ans. On s'est connus il y a 25 ans peut-être. Je ne sais plus. Ouais, fin des années 80. Oui, ben c'est mon premier livre à moi, mais moi je suis une petite minette à côté de toi. J'ai 25 de carrière, donc, même tu pas. Me dois respect. Donc c'est ça, je te dois le respect. Je devrais te vous voyer pour la première fois. Alors, merci Stanley d'avoir accepté Mélika, de d'avoir prêter pensé à moi. l'exercice. J'avais envie de te lancer sur un premier truc. Hein, tu me connais, j'aime pas faire les choses comme on est censé les faire. J'avais envie de te demander quelle est la chose qu'on ne sait pas de toi et qu'on devrait savoir au niveau de ton parcours d'écrivain? Quelle est, mettons, la contre-histoire de Ma vie, mon œuvre, Stanley Péan? En fait, on fête 35 ans de vie professionnelle comme écrivain, mais j'ai commencé à écrire avant ça. Même que dans les années 70, quand j'avais 10-11 ans, il y avait à la maison une petite machine à écrire portative là, qui vient dans une petite valise. Et je m'amusais déjà à penser que j'allais écrire des romans. Ça me revient parce que tu me poses la question. Là, c'était pas une Remington, c'était une Brother. Okay. Et donc, je m'étais mis à taper là-dessus parce que j'entendais tout le temps un des sons les plus évocateurs pour moi quand j'étais jeune. Dans le sous-sol à Jonquière, mon père avait son bureau et il y avait la machine à écrire mécanique, sa grosse machine à écrire à lui, qui n'était pas une Brother. Là, je cherche, c'était peut-être une Remington. Et il tapait toute sa correspondance à la machine parce qu'il avait une écriture de médecin, même s'il ne l'était pas. Et donc, ça faisait être adulte, de taper à la machine. Et donc, quand ma grand-mère avait vécu chez nous un bout de temps, quand elle a quitté à la fin des années 70, je devais avoir 12 ans, je lui écrivais aussi à la machine en Haïti et j'écrivais, je travaillais sur un manuscrit, une sorte d'histoire de science-fiction. Ah, déjà? Oui, j'ai toujours été un passionné de science-fiction et de fantastique. Et donc, je tapais mon manuscrit pour l'envoyer à ma grand-mère. Donc, c'est les antécédents de La plage des songes, mon premier recueil, qui n'arrivera qu'à mes 22 ans. Je lui ai dit, écoute, je vais t'installer une petite application sur ton ordinateur qui reproduit le bruit de la machine à écrire. C'est vrai, ça existe? Ça existe. Et sa femme était très fâchée contre moi. Puis je lui ai dit, ben non, il faut pas être fâché contre moi parce qu'avec l'ordinateur, il peut mettre des écouteurs puis il sera le seul à entendre le bruit de la machine à écrire. Le bruit de la machine. Ah, il y a quand même un progrès. Quand même. Mais parlons donc de La plage des songes parce que c'est parmi les 3 nouveautés que tu fais paraître aux éditions Main Libre cet automne. Il y en a une qui n'est pas une vraie nouveauté, en fait, qui est donc la réédition
de ton premier recueil de nouvelles, La plage des songes. Puis j'ai un petit extrait auquel j'ai envie de te faire réagir. J'ai fait ça, j'ai 25 pages d'extraits, mais je ne vais pas toutes les lire, je vous le promets. Oh boy! C'est mon côté obsessionnel. Elle va me mettre devant mes crimes. Quand je prépare un entretien, je recopie des extraits de livres. Je fais ça depuis des années, mais c'est un peu une maladie, mais ça fait que je savoure davantage votre prose. Donc c'est dans l'avant-propos. 35 ans ont passé depuis la publication de La plage des songes, 25 depuis sa première réédition chez Bibliothèque québécoise. En le relisant en vue de la présente remise en circulation, j'y ai retrouvé mes préoccupations, mes thèmes fétiches et ma manière d'entendre, ma vision un peu candide du monde et des relations interpersonnelles, ma conception de la littérature. Qu'est-ce que c'est que ça, tes préoccupations et tes thèmes fétiches et tout ça, là? Il faut lire les nouvelles, mais, oui, mais je veux dire, dans La plage des songes, il y a un certain nombre de choses que j'essayais de dire sur mon expérience du Québec, qui n'est peut-être pas si éloignée de la tienne. Non. Nous sommes des enfants de l'immigration. Oui, absolument. Nos parents sont... Toi, dans ton cas, c'est ton père. Dans mon cas, c'est toute ma famille s'est installée au Québec quand j'avais 8 mois. Et donc, ma perception du Québec, mais aussi ma perception de la culture haïtienne, n'est pas celle, disons, d'Annie Laferrière ou d'Émile Olivier, parce que j'ai passé toute mon enfance à Jonquière, dans une petite ville du nord du Québec, où on était la seule famille haïtienne répartie en 3 foyers, parce qu'une fois installé à Jonquière, mon père a facilité la venue de sa sœur et de son frère. Donc, il y avait mon oncle Émile, il y avait ma tante Eva, puis on avait fait le tour, là. Si les Haïtiens du Saguenay, à l'époque, avaient manifesté dans les rues, ça aurait fait 20 personnes. 20 personnes. C'est un peu pareil avec les Tunisiens du Saguenay. Je pense que oui. Donc, il y a ça dans La plage des songes. Oui. Et il y a aussi, les nouvelles ont été écrites entre mes 18 et mes 22 ans. Donc, c'est quand même l'œuvre d'un adolescent, quelque part, un post-ado pour la dernière. Et donc, il y a une certaine candeur, il y a une certaine idée de la réalité qui vient, au fond, d'aucune expérience de la réalité, qui vient des livres et qui vient du petit bout de vie que j'avais fait, là. C'est pas un livre qui met en scène des gens de cet âge-là. Je fais parler des adultes. Et donc, c'était ma perception. C'est pour ça que je dis en leur lisant, je dis je pensais que c'était comme ça un couple ou enfin, attendri quand même. Oui, il y a quelque chose de drôle là-dedans parce que quand le livre paraît, au moment où j'avais ma première blonde, ma première relation sérieuse. J'habitais avec ma première blonde, mais qu'est-ce que j'en savais de la vie quotidienne en couple à ce moment-là? Il y a quand même des lubies qui reviendront plus tard. Absolument, parce que je pense que la plupart des écrivains creusent le même sillon. C'est ça. On a pas nos redites, mais nos obsessions. Mais il y en a une, tu parlais du fait d'être né là-bas, mais d'être arrivé très tôt ici. Et tu vois, t'en parles. C'est de la fiction, mais dans... j'ai un trou de mémoire sur le titre. Bougez pas. Le tumulte de mon sang, pardon. Oui, ton roman, mon premier roman. Le tumulte de mon sang. T'as le colonel qui reçoit le héros dont et on sa sait pas blonde, le titre. dans une espèce de manoir hanté. Il y a du vaudou, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Mais il y a le colonel qui dit au héros, qui est lui-même écrivain, il lui dit, comme tout écrivain étranger en quête d'exotisme, vous assaisonnez votre poésie des symboles vaudous, un VV par-ci, un Iwa par-là. Je me suis demandé ce qu'un petit mulâtre du royaume des Bleuets pouvait bien connaître du vaudou ou quel besoin il pouvait ressentir de célébrer Mère Guinée. Et là, le narrateur commente, « Cette question faisait écho à celle que m'avait posée Madeleine lors de notre première rencontre. J'aurais pu répondre, comme cette fois-là, dans le studio de Radio-Canada, que j'utilisais le vaudou surtout à titre de métaphore de cette haïtianité enfouie quelque part en ma mémoire génétique que j'essayais de reconquérir par l'alchimie du verbe. Si je ne lui resservis pas ce baratin pour lettrer en mal de mots, c'est que je n'ignorais pas que Duché, donc le colonel, n'espérait aucune réponse. Il s'en était déjà forgé une, peut-être plus près encore de la vérité. » Je souscris totalement à ce que disait le narrateur de ce roman-là, parce que la question m'a souvent été posée par des journalistes, que ce soit des journalistes haïtiens ou que ce soit des journalistes québécois. Pourquoi m'intéresser au vaudou, qui est un des symboles, un des emblèmes de la culture haïtienne?
Poser la question, c'est y répondre. Pour moi, c'est quelque chose de profondément ancré en moi, même si ma famille n'est pas vaudouisante. Mais il y a du vaudou partout en Haïti. Il y a, je ne sais plus qui disait Haïti appartient à 60% à la chrétienté et à 200% au vaudou. Donc, bon. Ça fait partie. Même les gens qui n'ont pas grandi dans cette culture-là en Haïti, il y a toujours une domestique, il y a toujours un ami. Et comme le vaudou s'est mêlé de politique sous Duvalier, et c'est beaucoup ça dont il est question dans le tumulte de mon sang. Donc, oui, ce qu'il dit de son assaisonnement de son écriture, c'est un peu moi. Puis en même temps, je suis capable d'écrire des choses qui n'ont aucun lien avec ça. Absolument. Mais quand je parle de la culture haïtienne, c'est pas pour tomber dans les poncifs, ça fait profondément partie de la culture haïtienne. Ça fait partie Mais tu parles aussi... Là, je vais faire un saut dans le futur. On va aller à Taximan, qui est très différent, qui est paru en 2004 chez Mémoire d'Encrier, qui, là, pour le coup, est strictement autobiographique, qui n'est pas un roman. C'est parce que tu parlais tout à l'heure de ton identité ou de la mienne. Moi, ça me rappelle Amin Malouf, les identités frontalières. Et tu vois, dans Taximan, tu dis, quand on me demande d'où je suis, j'ai toujours un moment d'hésitation avant de répondre. Originaire de Port-au-Prince, j'ai passé toute ma jeunesse à Jonquière, où mes parents se sont installés l'année même de ma naissance. Québécois, certes, mais avec des racines dans un pays que j'ai appris à connaître à travers la mémoire d'autrui. Haïtien par le sang, mais élevé dans un milieu radicalement différent de la terre de mes aïeux. Québécois et haïtien, donc à la fois l'un et l'autre, et pourtant, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. C'est en plein ce flou identitaire qui a nourri mon imaginaire, qui a nourri mon écriture et qui fait partie de ma vie de tous les jours. Quand j'ai écrit ce livre, c'est que le patron de Mémoire d'Encrier, Rodney Saint-Éloi, que j'hébergeais chez moi, j'arrivais de Québec, et ça arrivait souvent, je me promène beaucoup en taxi. Oui. J'arrivais de Québec, je monte dans une voiture, il est 23 heures, peut-être même minuit. C'est un chauffeur haïtien qui, spontanément, n'imagine pas que je le sois aussi. Pour lui, c'est un blanc qui est en arrière. Et il est au téléphone. Cette histoire est dans le livre. Il est au téléphone avec un ami en parlant d'un autre ami à qui il a prêté une femme. Alors, on est dans le machisme un peu quétaine qui existe partout, mais qui existe aussi en Haïti. Il dit non, mais lui, il n'a aucun succès avec les femmes, alors je lui prête une des miennes. Et il se conduit comme un goujat avec elle. C'est inacceptable. Puis moi, et il parle en créole, donc il s'imagine que je ne comprends pas. Et je débarque du taxi, j'arrive chez moi, il y a Rodney Saint-Éloi qui est sur le point ou qui vient de lancer Mémoire d'Encrier et à qui je raconte l'histoire. Puis il dit, tu vois, ces histoires-là qui t'arrivent tout le temps, il faut faire un livre avec ça. Et donc, c'est comme ça qu'est né Taximan, qui est né de cette confrontation avec différents types d'Haïtiens dans les taxis. C'est ton seul livre strictement autobiographique de ce type, je pense, hein? Oui, parce que il y a un livre comme Jazzman, je parle de la vie des autres. Taximan, je parle de choses qui m'arrivent. Puis la plus drôle là-dedans, puis sur cette question identitaire, l'histoire la plus drôle a failli ne pas y être, en tout cas dans la première version. J'étais à l'étape de la révision des épreuves. J'animais à Radio-Canada sur l'heure du dîner à cette époque-là et je sors de mon studio. Je dois rentrer chez moi, réviser les épreuves et j'embarque dans le taxi conduit par un monsieur blanc qui me regarde dans le rétroviseur et qui dit « Ah, monsieur Péan, savez-vous, je suis plus haïtien que vous. » Ça se peut, tout est possible. Il dit « Non, je suis sérieux. » Et là, il me sort son passeport. C'est un passeport polonais. C'est-à-dire qu'il a un nom polonais, mais c'est un passeport non, pas haïtien avec son nom polonais. Et là, mais je comprends tout de suite un fait de l'histoire haïtienne. Quand, après la déclaration d'indépendance haïtienne, la première déclaration, Napoléon décide qu'il va reprendre la moitié d'île. Il envoie 3 navires de guerre. Dans l'un d'entre eux, il y a une garnison de 500 hommes qui sont des Polonais, des mercenaires polonais qui ont décidé de lutter dans l'armée napoléonienne parce que Napoléon leur a promis de reprendre la Pologne et d'en refaire un pays. À cette époque, c'était un pays atomisé en 4 provinces. Et rendu sur place,
ces soldats polonais, la plus grande partie d'entre eux, décident de changer de camp, réalisent que la lutte juste, c'est la lutte des anciens esclaves. Et donc, ils deviennent soldats haïtiens. Si bien que quand, en 1804, après avoir battu les soldats napoléoniens, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance, maintenant pour de vrai, unilatérale. Et dans la Constitution haïtienne, il est écrit à ce moment-là, et dans toutes les versions de la Constitution, cet article existe encore. Aucun Blanc ne peut posséder de pays en Haïti, de territoire en Haïti, sauf les Polonais, qui sont nos frères. Et que tout Polonais qui demande la citoyenneté l'obtient automatiquement. Tout ça, je le sais, ça. Je l'ai lu dans les livres d'histoire. Le type me présente son passeport haïtien avec son nom polonais, je comprends. Et là, il m'explique l'histoire. Il dit, écoutez, il y a quelques années, je suis allé en Haïti, à Jacmel, qui est la plus belle ville d'Haïti. Je ne sais pas si vous le savez. À l'époque, je ne le savais pas. Ensuite, je suis allé. Et il dit, j'ai rencontré cette fille dont je suis tombé amoureux. On a passé 2 semaines extraordinaires. Je suis revenu au Canada avec l'idée que je vais l'épouser. Et j'ai fait ma demande de citoyenneté. J'ai obtenu ma citoyenneté. C'est une formalité, obtenir la citoyenneté haïtienne pour un Polonais. Puis là, il a fait les démarches. Bon, on est dans une époque pré-courriel. Ils s'écrivent, mais les réponses sont longues à obtenir et tout. Et là, il revient en Haïti parce qu'il n'y a plus de nouvelles d'elle depuis un moment, mais il a tout fait les démarches pour la faire venir ici. Et il découvre qu'elle est retournée avec son ancien chum. J'avais oublié. Et qu'elle est enceinte. Et là, il dit, je ne sais pas si elle est enceinte de moi ou de l'ancien chum. Mais il dit, ce que je sais, c'est qu'elle a brisé mon cœur, M. Péan. J'étais devenu haïtien pour elle. Il dit, et par la suite, donc, il m'explique que, bon, les douceurs créoles étant ce qu'elles sont, il ne pouvait pas revenir à une Polonaise ou à n'importe quelle autre blanche, qu'il a épousé une Thaïlandaise. Et là, il me sort les photos de sa femme et de ses enfants. Alors, je débarque. Ça, c'est une course de taxi. Radio-Canada jusqu'au Myland. Je débarque, j'appelle l'éditeur, Rodney Saint-Éloi. Je lui dis, écoute, tu n'auras pas les épreuves demain. Il faut que je rajoute un chapitre parce que c'est la plus belle histoire haïtiano-taxi. Que j'avais entendu. Ah, c'est fabuleux. Donc, Taximan, qui est vraiment un livre magnifique. On ne peut pas ne pas faire un détour par le jazz. Hein? Ça me colle à la peau. Ça te colle à la peau, exactement. J'aurais eu envie, j'ai pas encore eu l'occasion de lire ta biographie de Michel Donato, qui vient juste de paraître, mais j'aurais eu envie que tu nous parles un peu de Préférence la nuit, qui est un livre super intéressant parce que tu croises la biographie des autres, l'essai, le jazz. Il y a des passages qui sont des critiques de films ou des commentaires sur des films. Moi, le chapitre sur Chet Baker m'a hanté longtemps. Tu as d'ailleurs une manière de décrire son interprétation de My Funny Valentine. Tu es le premier qui met les mots sur ce que son interprétation me fait, parce que tu racontes, en fait, je vais te laisser le raconter, mais que c'est une chanson un peu gnangnan au départ. Mais My Funny Valentine, ça vient d'une comédie musicale, puis comme beaucoup de ces chansons-là qu'on appelle les standards de jazz, c'est-à-dire des chansons populaires nées à Broadway que les jazzmen ont interprétées, qui se sont appropriées, c'est souvent un petit peu rose bonbon, les paroles de ces chansons-là. Mais elles ont un contexte. Elles viennent de comédies musicales. Des fois, on oublie que c'est un personnage qui s'adresse à quelqu'un d'autre dans un contexte de fiction. Le livre est né étrangement, on parle de Préférence la nuit, parce que Radio-Canada m'avait demandé de préfacer un disque dont je faisais les sélections des pistes. Je pigeais dans les archives de concerts enregistrés par Radio-Canada pour faire un disque qui s'appelle « Quand le jazz est là, les coups de cœur de Stanley Péan ». Et je travaillais le texte de présentation, puis je cherchais ce que Jean-Paul Sartre avait dit sur le jazz que je voulais citer, citation que je n'ai jamais retrouvée. Je me suis dit, ça doit être dans La Nausée, parce que La Nausée que j'avais lue à 14-15 ans, il y a une pièce de jazz qui sert de leitmotiv à ce roman-là. Là, je me tape la Nausée, je découvre que j'aime beaucoup moins ça que quand j'avais 14 ans. Et je découvre aussi... Non, parce que j'ai eu du gravol, donc c'est réglé, La Nausée. Mais je découvre surtout qu'il raconte n'importe quoi sur la pièce en question. Et donc, je me mets à écrire un texte. Finalement, j'ai fait la préface pour le disque. Puis là, je me mets à écrire un texte, mais pour moi, avec aucun autre projet que de dire ce que je pense de ce que Jean-Paul Sartre raconte sur le jazz. Et quand j'ai terminé ce texte-là, j'étais tellement satisfait, ce qui est assez rare, parce que je suis toujours dans le doute quand j'écris.
Puis je me suis dit, écoute, peut-être que c'est pas si bon que je le pense, ce texte-là, mais je vais l'envoyer à la personne la plus sévère que je connaisse, qui va me dire ce que ça vaut. Et donc, je l'envoie à Robert Lévesque. Je lui écris, il me répond, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est pour une revue, tu veux un commentaire, pourquoi? Je lui dis, je veux un commentaire juste pour avoir ton commentaire. Et il n'y a pas de date d'échéance. Quand tu auras le temps de le lire, il dit, OK, il dit, je suis très pris ces jours-ci. Mais finalement, il n'était pas si pris que ça parce qu'il me répond dans la journée, wow, j'ai adoré ça. Et si tu peux en faire 10 autres, on fera un livre. Bon, J'en avais un deuxième sur Bixby Becker qui était déjà prêt. Donc, je lui fais lire celui-là. Il dit, bon, il en reste 8. Bon, finalement, il y en a 13, je crois. Puis il a attendu quand même un bon 4 ans et demi avant d'avoir... Parce que je le faisais à part. Puis je me suis mis à écrire dans L'Inconvénient, qui est une autre revue culturelle québécoise, des chroniques sur le jazz. Et je me suis mis à les concevoir en fonction du livre. Donc, chaque chronique était en fait un chapitre de plus, ce qui fait qu'au bout de 4 ans et quelques, Robert, il croyait plus. Il a eu le livre qu'il voulait, puis on l'a appelé de préférence La Nuit. Donc, c'est comme ça qu'est né le livre. Quant à Chet Baker... C'est un personnage problématique parce qu'autant j'apprécie sa musique, je suis touché par la fragilité qu'exprime sa musique, Chet Baker, c'est une brute épaisse. Je veux dire, dans le film que j'évoque, il y a un documentaire où on le voit complètement gelé, dire des énormités. À la fin de sa vie, hein? À la fin de sa vie, mais il n'était pas plus brillant quand il était jeune. Quand on lit sur Chet Baker, on peut admirer la musique. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'art est séparé de l'artiste. On peut admirer la musique, mais on ne peut pas pardonner des choses comme Chet Baker qui rentre chez lui complètement hors de lui, puis qui tape sa blonde et qui la pique de force pour qu'elle puisse découvrir les bienfaits de l'héroïne. Puis quand il voit qu'elle perd connaissance parce qu'il lui a donné une dose forte, il s'en va ailleurs parce qu'elle n'est pas si amusante que ça. Sans connaissance, elle se réveille 2 jours plus tard. Ces histoires-là font mal. En même temps, les disques sont quand même beaux. Alors, on est dans une situation problématique par rapport à lui comme à d'autres artistes. Mais c'est super intéressant, ce chapitre-là, pour ça. Puis donc, c'est ça ce que tu dis de son interprétation de My Funny Valentine. Et puis, j'ai compris moi-même ce que ça me faisait en te lisant, c'est qu'en fait, sur ces paroles très gnangnan, il réussit à faire, avec ces paroles très gnangnan, il réussit à faire une chanson désespérée. Mais il croit totalement, et les plus grands interprètes sont ces gens qui nous convainquent que les mots, souvent écrits par d'autres, racontent leur vie. Oui. C'est le cas de Chet Baker, c'est le même cas pour Billie Holiday, ce serait le cas pour Marvin Gaye en musique soul. Il y a aussi un chapitre sur Billie Holiday, donc de préférence La Nuit. Là, je pourrais vous conseiller tous les livres de Stanley, mais je ne vais pas vous lire la liste. J'en ai compté 30. Il y en a 30. Quand même. Hein? Il y a une partie qui sont pour la jeunesse, donc si ça vous épargne. Si vous êtes trop vieux, vous avez juste à lire les autres. Non, mais s'ils ont le cœur jeune. Une autre chose qui revient beaucoup dans ton œuvre, surtout que là, j'en ai reparcouru une partie dans les dernières semaines, c'est la figure de ton père. Oui, c'est vrai. Ton père, en tant que personne, toute l'influence qu'il y a eu sur toi, mais ton rapport à ton père, et notamment, je me souviens plus si c'est dans l'avant-propos de La Plage des Songes, mais tu racontes que ta passion pour le fantastique le décourageait jusqu'au moment où je lui fais lire Borges. Oui. Raconte-nous un peu. Mon père était ce type d'intellectuel, Maître Mo. Oui, on l'appelait comme ça parce qu'il avait une formation d'avocat, il s'appelait Maurice. Il est de cette génération d'intellectuels haïtiens en adoration pour la France et la littérature française classique. Il a enseigné les lettres en Haïti comme au Québec. Et donc, il y avait dans le sous-sol de la maison familiale cette espèce de caverne d'Ali Baba avec les grandes œuvres de la littérature classique. Mon père citait par habitude, à n'importe quel moment, pouvait se mettre à citer du Racine, du Molière, du Corneille. Et ça pouvait, à Jonquière, dans une école secondaire... Mon père qui donne un cours dans une école secondaire et qui dit « Oui, c'est comme dans Racine ». Puis là, il y a un élève qui lève la main qui dit « Vous parlez de la série sur l'esclavage qui passe à Radio-Canada ». Donc, Roots.
Alors, mon père qui se fâche. Non, Racine, espèce d'inculte! Mon père, c'était une sorte de... Il pourrait pas enseigner aujourd'hui, là, où on doit s'agenouiller devant les élèves. Mon père, c'était une sorte de Louis de Funès, colérique, mais en tout cas très attaché à une certaine idée de la littérature dont le fantastique ne faisait pas partie. Et je me rappellerai toujours sa réaction. J'étais à la première année d'université, puis je venais de découvrir moi-même Jorge Luis Borges. Et je lui donne à lire le livre de sable. Et il me redonne le livre au bout de quelques jours en disant, il dit, je comprends pas parce que c'est manifestement du fantastique, donc quelque chose de pas sérieux. Mais il dit, mais c'est tellement de la littérature, tu sais, c'est complexe, c'est bien écrit. Là, j'ai ébranlé les fondations. Okay. Mais il était facile à ébranler, cela dit, parce qu'il était tellement dans un mode que c'est Mauriac, puis c'est Malraux, puis c'est ces gens-là, de préférence catholique en plus, parce que Camus et Sartre, c'était des âmes perdues. Oui. Et là, je lui fais lire Kundera aussi. Puis là, c'était l'éclatement du récit. C'était l'insoutenable légèreté de l'être. Là, tout d'un coup, on est en face de quelque chose qui est pas... Ça va pas du point A vers le point B, vers le point C. C'est écrit différemment. Je l'ai fait entrer dans la modernité, mais c'était la fin de sa vie. C'est la fin. Mais il t'a eu le temps, quand même. Il a été obligé de se poser des questions sur ce qu'il pensait de la littérature, finalement. Et donc, toi, le fantastique, bon, il est toujours présent. Tu nous parles de Borges, mais il y a aussi Camus qui est souvent là. Ben, Camus, c'est vraiment l'écrivain fondateur pour moi, parce que j'aimais le fantastique. Ça ne voulait pas dire que j'allais écrire. Ah non, bien sûr. Quand j'étais jeune, très jeune, à 11-12 ans, j'avais lu les nouvelles en français dans la traduction de Baudelaire, excusez du peu, d'Edgar Allan Poe. Après, je les ai relus en anglais pour découvrir qu'Edgar Allan Poe, c'est pas rien non plus en anglais, mais en français, on a la chance d'avoir les textes de Baudelaire. Mais c'est vraiment quand j'ai lu Albert Camus, L'étranger, précisément, à 14 ans, qu'en refermant le livre, je me suis dit, c'est ça que je vais faire dans la vie, je vais écrire des livres. J'ai trouvé ma vocation, si on peut appeler ça comme ça, avec un de ces écrivains désespérés, selon mon père, mais moi, ça me touchait profondément. Oui. L'étranger. Très rapidement, j'ai lu tout Camus. C'était possible de le faire à l'époque. On n'avait pas encore les inédits, on n'avait pas le journal au complet et tout. Ben, oui. J'ai lu les romans, donc La Chute, L'étranger, La Peste, Les Nouvelles de l'exil et le royaume. Puis je me retrouvais totalement dans cette vision du monde-là. Je ne veux pas dire qu'il a raison sur tout. Je veux dire que je souscrivais à son propos et ça m'interrogeait. Et même, je me suis mis à lire ses recueils d'éditoriaux, ses chroniques. Pour moi, il était l'écrivain français du 20e siècle exemplaire. Et donc, c'est après l'avoir lu que j'ai eu envie de devenir moi-même écrivain. C'est Camus, donc ça a commencé par Camus. Ça a commencé par une Camus. Machine à écrire à l'ancienne. Oui, ça c'était avant. Mais, ouais, mais après... tu vois, la première chose que j'ai faite quand j'ai quitté le domicile familial, je vais à l'Université Laval à Québec, vraiment, après s'installer dans... Il fallait trouver une machine à écrire. Je suis allé dans les surplus du gouvernement. Je me suis acheté une vieille Remington, beaucoup plus vieille que celle de mon père, sur lequel j'ai tapé mes premiers manuscrits. Tapé et retapé, parce que c'est avant le traitement de texte. Quand tu reprends un roman, il faut le retaper au complet. Ce qui m'a découragé au bout de 7 ou 8 versions de mon premier roman. Mais cette machine-là, je l'ai donnée à un ami commun qui a tapé ses premiers manuscrits aussi avec. C'est Tony Tremblay. Non. Quand je me suis converti à la machine électronique. J'étais même pas encore rendu à l'ordinateur. À l'ordinateur, oui, la machine électronique qui a duré 2 ans. Ça n'a pas duré, hein? Non. Ça, j'en ai eu une, elle faisait un drôle de bruit, c'était pas pratique, je me rappelle. Sauf que ça créait des monstres, parce que quand je suis passée de la machine à taper électronique, je pense qu'elle était une Canon, à l'ordinateur, j'ai fait mon premier travail d'université, évidemment à la dernière minute, toute la nuit, pour le lendemain matin. T'étais ce genre d'étudiante-là, Parfois. Plus du tout maintenant. Tu sais, maintenant, je recopie des pages d'extraits un mois avant les entretiens, mais à l'université, au bac, surtout, j'étais moins sérieuse. C'est plus le temps, parce que tu ne seras pas jugée là-dessus. Tu n'auras pas de notes pour ça. Je le sais. Mais justement, c'est là que je suis sérieuse, en fait. C'est quand je ne suis pas jugée. Mais bref, j'avais terminé, je ne sais pas moi, à 4 heures du matin, et j'éteins l'ordi, je me couche, mais je n'avais pas sauvegardé. Oh là 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 là. Les 20 pages sur Marcel Proust, en tout cas. Ah, toi aussi, tu as fait un travail sur Marcel Proust. Oui. Moi, j'en ai fait 2. Tu vois, mais c'est parce que tu es mon aîné. Oui, non, mais je veux dire que pour le même cours, ça, c'est une anecdote intéressante, là. J'étais follement épris d'une fille qui était dans ma classe qui n'arrivait pas à faire son travail. Donc, tu l'as fait pour Dans la nuit blanche, j'ai tapé le mien, j'ai tapé le sien. Sauf que
Alors, moi, Proust, c'est pas mon truc. Hein. Autant j'aime Camus, autant Proust, vrai, pour moi, ça Proust, m'ennuie tu l'aimes. profondément. Ouais. Alors, dans le travail de la fille, j'ai démontré à quel point c'était l'œuvre la plus importante du 20e siècle. Puis dans la mienne, dans mon travail, j'ai dit c'est un ennui mortel, c'est un truc de... Oh! C'est des préoccupations de bourgeois français, de parisiens. Là, ça se tient sur trois pâtés de maison à Paris. Et donc, elle a eu A et j'ai eu C. Mais j'aurais pu avoir A si j'avais voulu. Mais t'aurais pu inverser, oui. Ça veut Mais dire t'as, que t'as eu A. J'ai eu A. Non, je sais, mais le A n'est pas allé sur mon nom. Je surveille l'heure parce que peut-être qu'on peut regarder un petit peu de temps si vous avez des questions. Mais oui, je l'ai. C'est bon. Okay. J'ai le temps pour une dernière parce qu'il faut quand même vraiment qu'on parle de cette collaboration, de ce travail que tu fais. Qui est dans ton dernier recueil nouvelle, mais qui est aussi Isabelle Watson. Peux-tu nous raconter un peu cette collaboration? Jean-Michel Girard, l'illustrateur, on se connaît depuis la vingtaine. J'avais 20, il avait 19. Et donc, on avait à l'époque tâté l'idée, parce qu'il dessinait déjà, il a étudié là-dedans et tout, tâté l'idée de faire de la bande dessinée, puis on avait travaillé sur certains projets qui n'ont jamais vu le jour. Bon, une vie plus tard, il y a quelques années, Jean-Michel me dit, Jean-Michel qui gagne sa vie comme illustrateur commercial à la pige, donc il travaille pour des maisons d'édition, il conçoit les visages pour les pièces de monnaie en Angleterre, il fait toutes sortes de trucs, mais tout ça, c'est du travail de commande. Et là, il m'approche il y a quelques années en disant, hey, si on faisait une bande dessinée. Et il avait une idée de départ, il m'a dit, parce qu'il voulait vraiment que je travaille avec lui, il dit, pourquoi pas les aventures d'un trompettiste de jazz qui voyage dans le temps? J'ai dit, tu veux vraiment que ce soit moi qui l'écrive, si j'ai bien compris. Oui, en effet. Alors, j'ai écrit le scénario, on a fait quelques pages démos qu'on a envoyées à droite et à gauche, des aventures de Alain Temporel. Et mais il y a aucun éditeur qui a montré de l'intérêt à cela. Mais pendant qu'on attendait, il dit, j'ai une autre idée, c'est une horlogère à Londres à la fin du 19e. Bon, les grandes lignes de ce qui allait devenir Fuite, mettant en vedette Isabelle Watson, cette horlogère-là. Et donc, on a écrit le scénario. Il m'a donné ses idées, je les ai mises en forme, on a écrit un scénario. Et il en parlait, il faisait des esquisses, il en parlait avec un ami qu'il ne connaissait que par Facebook parce que ce sont tous deux des grands fans de sport intense. Ironman, compétition et tout. Et le type en question dit, c'est drôle, c'est intéressant, si jamais vous n'avez pas de preneur pour la bande dessinée, ma copine et moi, on est sur le point de lancer une maison d'édition. Le type s'appelle Stéphane Despatie. Il est poète. Lui dit... c'est Jean-Michel qui lui dit, je vais en parler à mon scénariste Stanley Péan. Despatie dit, je connais Stanley depuis 30 ans. C'est juste qu'ils se connaissaient par un autre chemin. Ils ne savaient pas qu'on se connaissait l'un l'autre. Alors, la maison d'édition a vu le jour autour de ce projet d'Isabelle Watson, dont un premier tome est sorti l'année dernière. Et j'ai signé le scénario du deuxième. Là, Jean-Michel prend du temps avec les dessins. Puis là, tout d'un coup, il s'est mis à faire des dessins non sollicités, un peu dans le style de Norman Rockwell, très rétro. Et il m'en présente un, et il me disait, qu'est-ce que tu ferais de ça? Puis là, je me suis dit, pourquoi pas? Je voyais venir les 35 ans de ma vie professionnelle. J'ai dit, pourquoi pas faire un recueil de nouvelles, 35 nouvelles inspirées de 35 de tes dessins. Donc là, tu partais de son œuvre. D'ailleurs, je vous conseille vraiment... Sauf exception, il y en a 3 où, à l'inverse, je lui ai imposé qu'est-ce qu'il y aurait sur le dessin. Mais pour les 32 autres, il me donnait des dessins, puis des fois, c'était aussi, j'étais aussi libre de faire ce que je veux. Qu'il y a une des illustrations, c'est une voiture, début des années 50, sous la pluie, dans la forêt. Alors, tu écris quoi avec ça? Alors, à chaque fois, c'était cette question que je me pose. Qu'est-ce que ça évoque? Quelle histoire je peux raconter à partir de ça? Il y en a une autre, c'est un soldat au moment du débarquement en Normandie qui lit une lettre alors qu'il y a des explosions partout, il y a des morts autour de lui. Mais il lit une lettre de qui? Et pourquoi? Et pourquoi? Et donc, à chaque fois, c'était ça, à partir du dessin, de construire une histoire courte. Les plus courtes ont 2 pages, les plus longues ont 8 ou 10 pages, mais ça donne ce recueil. Puis on va du kidnapping extraterrestre
au On va meurtre, ouais, des fois, au c'est meurtre moins. lors de l'apéro. Non, mais c'est extraordinaire. Puis c'est surtout, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme démarche parce que, bon, le livre est un très, très bel objet. Et donc, vous avez vous-même, vous découvrez l'image en tant que lecteur. Puis là, Ensuite, vous lisez le là, texte. après ça, on voit ce que tu as construit, puis on se surprend, nous, à se dire, mais qu'est-ce que moi, j'aurais construit avec... C'est le pouvoir évocateur des dessins de Jean-Michel qui Absolument. est extraordinaire. Donc, c'est vraiment... est-ce qu'il y a... Donc, il y a un autre tome d'Isabelle Watson qui s'en En vient. préparation. Donc, D'accord. Et il y en aurait au moins 3. Donc, OK. parce que l'autre est encore à suivre. Et donc, ça, c'est... Je me dépêche parce que, au cas où vous auriez des questions, une dernière petite... Il y a quand même... On le voit, on a abordé 1/1000 de ce que j'aurais voulu aborder. On avait juste 45 minutes. On aurait dû avoir une journée pour toi. L'année prochaine, peut-être, pour tes 36 ans. Mais 36, c'est moins un chiffre. Oui, c'est moins Dans sexy. 5 ans. 40 Pour mes 40 ans, Pour si tes je suis encore 40 ans, là. je leur demande le salon du livre de Stanley. Mais, J'ai été reçu, c'est enregistré le vendredi pour diffusion demain. Au Miroir me recevait en entrevue, donc pas à l'émission. Ça va passer Culte demain. Club, il dit que c'est le salon du livre incarné parce que j'ai 3 livres qui sortent. Tu as 3 livres qui sortent. Mais donc, ce qu'on remarque, une autre des questions que j'ai voulu te poser, mais que j'aurais voulu te poser, mais j'ai pas eu le temps, il y a quand même quelque chose de très politique dans ton travail. Ça, Sur la peut-être question du racisme, il y a En fait, c'est sur la plus large. pauvreté. C'est plus large que Ouais. la question du racisme. C'est Ouais. l'altérité. Tout L'altérité. ce qui est différent, Oui. certaines personnes ont tendance à voir ça comme un danger. Absolument. Et donc, peut-être là, c'est une partie de l'héritage d'Albert Camus. C'est de vouloir Oui. utiliser la littérature pour dénoncer des injustices, Pour dénoncer des injustices, ouais. des agressions. quoi. Notamment, il y en a un sur le vieil homme noir qui mendie, puis le narrateur entend un coup de feu, puis il décide de pas aller voir. Il préfère ne pas voir. Et puis finalement, peut-être que c'était un feu d'artifice. Et donc, il y a toute une réflexion sur comment on perçoit en tant Comment que on ne société veut ces pas personnes-là. s'impliquer. Exactement. On ne veut pas s'impliquer Oui. pour les gens qui ont besoin. Oui, donc c'est vrai que tu es très camusien, finalement. Ben ça, Ouais. au fond, cette nouvelle-là, elle est très proche thématiquement de la chute de Camus, où il y a le personnage de la chute traverse le pont, traverse la Seine sur le pont, puis il y a une femme qui pleurait accoudée sur la rambarde, Ouais. puis il entend un clapotis comme si elle s'est jetée dans l'eau, puis il préfère ne jamais se retourner. Et pour être sûr de ne pas avoir sa conscience troublée, il dit « Je n'ai pas lu les journaux pendant une semaine après ça. » Il ne veut pas savoir ce ton qui s'est passé. personnage fait aussi. Exactement. dans la Donc, nouvelle. on ne veut pas savoir. Oui. Bref, OK, je vais m'arrêter parce qu'il reste 5 minutes et je vais voir si quelqu'un aurait une question, un commentaire, ou si vous êtes trop timide. Et vous êtes trop timide? Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien de pire que l'esprit de l'escalier. Savez-vous qu'est-ce que l'esprit de l'escalier? C'est quand on est quelque part, il y a une discussion, puis après ça, on s'en va. Et dans l'escalier, on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça. » Ah! Non, ah non, OK. Ah, monsieur, je pense qu'on peut vous passer un micro. Ah, mais c'est Anthony. Mais oui, c'est Anthony. Salut. Ben oui, c'est Anthony. Je t'avais pas reconnu. Bonjour. Les spots dans les yeux, bonjour. Ben, écoute, puisque personne ne pose la question, je vais juste poser une question. Comment vous êtes rencontrés, Mélika et Stanley? Comment vous êtes connus? J'ai pas entendu. J'ai pas Comment entendu. vous vous êtes connus? Nous? Oui. Deux, on s'est Ah, connus on s'est au connus- Salon du Livre du Non, Saguenay, non? Non, Comment? moi, je vais le raconter. J'ai pas de mémoire, Ouais, moi. pas moi. On s'est connus parce que tu as publié ton premier roman Oui. chez un éditeur où j'ai publié mon premier essai sur le jazz. C'est Toute la vrai. ville en jazz, Oui. chez Trait Union, qui a Oui. été ton éditeur pour Cher Pour d'Assaut. Cher d'Assaut. Alors, on était dans la même écurie. Voilà comment on s'est connus. Et puis, on avait fait un lancement pour nos 2 livres. Exactement. Comment ça s'appelait? L'Air du temps, un bar de jazz? L'air du temps, effectivement. Anthony a joué même ce soir-là. Mais on se Ben connaissait oui. déjà, Donc, nous. Oui, Voilà. nous, on se connaissait. Donc, voilà. Et puis après, on s'est retrouvés au Salon du livre du Saguenay pour les 2 mêmes livres. Quelques semaines plus C'était tard. les deux enfants du pays. Tu sais, à cette époque-là, tu pouvais t'appeler Péan ou Abdelmoumen, tu étais considéré comme un Saguenéen. Ben oui. C'était pas plus compliqué que ça. C'est un peu moins simple aujourd'hui, disons. Je surveille l'heure parce que... Fille de Ville de la Baie, Ah, on a ça. encore 5 minutes de Ville de la Baie et toi, Jonquière. Donc, il y a Oui, et puis il y avait une photo de nous avec Tony Tremblay. la jeune relève La saguenaise. jeune relève saguenéenne, ça fait longtemps. On Ça était fait jeunes, longtemps. ça doit faire on longtemps. On était jeunes, on était beaux, on est vieux et beaux maintenant. Mais donc, toujours pas d'autres questions? Sinon, je vais en trouver une, moi, avec tout ce que j'ai pas réussi Elle a à plein de dire. notes, là. J'ai des tonnes de notes.
La mélancolie dans tes livres. Est-ce que c'est camusien, ça aussi? Il y a quand Je même suppose beaucoup que... est-ce que c'est camusien ou est-ce que je l'étais puis je me suis retrouvé dans Camus à cause de ça? C'est l'œuf ou la poule. Je pense que j'ai un tempérament mélancolique. Pas nostalgique dans le sens de « Ah, je m'ennuie de quand... » Non, la mélancolie, c'est autre chose. C'est comme une tristesse de l'âme. Et je sais que depuis tout petit, je suis habité par ça. Maintenant, je n'ai pas suivi de psychanalyse. Je ne pourrais pas expliquer d'où ça vient, mais il est clair que autant je peux être exubérant et joyeux et festif, autant seul... J'ai tendance à... Mes goûts musicaux, mes goûts en littérature vont vers ce sentiment-là, cette couleur-là. Alors, et même dans mon écriture, je crois qu'il faut être naturel quand on écrit. Je ne vais pas biffer ça, dire « Ah non, il faut que je mette des blagues. Ou... » Non, ben il y a de l'humour aussi dans tes textes, ça n'empêche pas. Il y a de l'humour, effectivement. J'ai fait de l'humour quand j'étais plus jeune, là, au sein du groupe Sanguin. J'étais un des protégés de Dominique Lévesque quand on a fondé ça. On en apprend. Mais il y a de l'humour, mais c'est un humour comme il y a de l'humour chez Camus. L'humour du désespoir. Ouais, l'humour, c'est qui disait l'humour, c'est la politesse du désespoir. C'est la politesse du désespoir. Mais c'est aussi ton personnage de Zombie Blues est comme une sorte d'incarnation de ça. Il est profondément mélancolique, c'est une sorte de... C'est comme la mélancolie incarnée. Oui, c'est ce qu'il exprime à travers sa musique. Il ne comprend même pas pourquoi il est comme ça. Il ne sait rien de ses origines. Il ne sait rien de qui il est réellement et il le découvre au fil du roman. Et c'est pas drôle, hein? Et c'est pas drôle. C'est drôle parce que c'est le deuxième Zombie Blues. C'est le seul qui existe. J'avais commencé un autre livre qui allait porter le même titre que je n'ai jamais terminé. Bon, il dort au fond de la mémoire de mon ordinateur. C'est très différent. C'est ça que j'allais te demander. C'était réellement un zombie dans le sens, dans le vrai sens de ce que c'est. En Haïti, il existe des gens que l'on drogue avec une poudre spéciale qui arrête les fonctions vitales. Et après ça, on les déterre, on les garde. C'est la métaphore de l'esclavage. On les garde dans un état d'hébétitude. Et on les utilise comme esclaves, finalement. Alors, j'avais inspiré de quelque chose. Il y avait eu un reportage sur un vrai zombie dans l'actualité, un des derniers qu'on a trouvé. Et je m'étais dit, alors j'avais imaginé cette histoire de ce type qui se réveille plusieurs années après sa mort, avec aucun souvenir de qui il était. Puis là, il était pris par une équipe de chercheurs en psychologie ramenés au Québec. Et il s'évadait. Il était cobaye pour une... Et il s'évadait, puis il était lâché libre dans Montréal à essayer de comprendre qui il est, qu'est-ce que cette société... Puis je l'ai jamais terminé, ce roman-là, puis j'ai vampirisé le titre pour le Zombie Blues. Le Zombie Blues est excellent, mais là, je veux qu'on... Aller au travail, Stanley. Bon, on va arrêter ça, puis je vais aller écrire, là. Je t'envoie, vas-y, Zombie Blues, The Sequel. Merci beaucoup, Stanley. Merci à toi, Tu es en séance de signature à 16h. À 16h chez Main Libre. Oui, stand 13-13. Stand 13-13. Ça fit en plus, 13-13. Et allez-y, allez découvrir notamment ces deux nouveautés et son ancienne nouveauté. Et la réédition de La Plage des Songes. Et vous allez voir le livre avec les illustrations de Jean-Michel est absolument fabuleux. Merci à vous d'avoir été là. Merci, Stanley, de ta générosité. Merci à toi.